bonsoir. Voici les titres de ce journal. À Moscou, l'investiture de Viktor Tchernomyrdine au poste de Premier ministre rejetée par le Parlement. La Douma, l'échec est sévère. On parle d'un éventuel nouveau candidat. Il y a un an, la princesse de Galles, Lady Diana, trouvait la mort dans un accident de voiture à Paris, aux côtés de son ami Dodi Al-Fayed. Un an après, la ferveur est à la baisse. Un ballon-sonde canadien dérive vers la Russie. L'enveloppe est déchiquetée. Le ballon doit retomber sur Terre. Au musée des Beaux-Arts à Nantes, l'exposition Gaston Chessac, on surnommait le Picasso en sabot. À Moscou, les membres de la Douma, la chambre basse du Parlement russe, ont rejeté sèchement l'investiture de Viktor Tchernomyrdine, présenté au poste de Premier ministre par le président Yeltsin. Échec attendu, mais sévère, après les déclarations de M. Tchernomyrdine sur la défense du rouble, le paiement des salaires et la protection de l'épargne des particuliers. Ces arguments n'ont pas convaincu les parlementaires. M. Tchernomyrdine avait pourtant assuré que la Russie ne pouvait se permettre de perdre du temps. Récite cette journée de tractation avec nos correspondants à Moscou, Gilles Rabin, Franck Brisset. À l'ouverture du débat d'investiture à la Douma, la solennité du protocole parlementaire russe était à la hauteur de la gravité de la situation. Les jeux sont faits avant même que le premier mot soit dit. Pourtant, Viktor Tchernomyrdine tente une dernière fois de convaincre parce que, dit-il, le pays ne peut pas rester plus longtemps sans gouvernement. La vie en Russie est déjà extrêmement dure, on n'a pas le droit de la rendre encore plus difficile. Et nous n'avons plus de temps devant nous. Nous avons déjà, par nos erreurs, dépassé les limites. Je sais qu'on ne peut plus attendre, répond en substance le chef de file de la coalition communiste. Mais sans un accord qui tienne compte de ce que nous demandons, eh bien je souhaite bien du plaisir, dit-il, à ceux, je cite, qui se battent en ce moment pour des fauteuils ministériels. La bataille en effet est vive et pas très glorieuse. Autour des Marocains de ministres, les factions de la Douma se disputent âprement les parts du gâteau. Le seul parti qui refuse de participer à ce grand marchandage désigne sa vraie cible, Boris Yeltsin. Si la situation est si critique en Russie, c'est parce que notre président, dans l'état où il est, a tout simplement paralysé toute activité politique ou économique dans le pays. Boris Yeltsin a reçu Viktor Tchernomyrdine pour faire savoir qu'il maintiendrait sa candidature même si la Douma l'a refusée, et la Douma l'a refusée, comme prévu. Alors Gilles Rabin, ce soir à Moscou, on s'attend à quoi? De nouvelles péripéties? Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien écoutez, la constitution de la Fédération russe permet au président Boris Yeltsin de présenter 3 fois de suite la candidature de Viktor Tchernomyrdine. C'était d'ailleurs ce qui s'était passé pour Sergueï Kiriyenko, le Premier ministre qui vient d'être limogé, et à la 3e fois, la Douma avait accepté d'investir Sergueï Kiriyenko. Si la Douma refuse la candidature de Viktor Tchernomyrdine une 3e fois, la Constitution donne le choix au président, le choix suivant. Soit il dissout la Douma et des élections doivent avoir lieu dans les 2 mois, soit, s'il ne dissout pas, il est obligé de présenter un autre candidat. Alors on en parle effectivement d'un nouveau candidat, ce serait un énième revirement de M. Yeltsin? On parle effectivement, il y a des noms qui circulent, mais il faut faire la part de la rumeur et la part de l'information. Le problème, le drame de la Russie, c'est qu'il y a très peu de gens qui ont assez de surface politique et de poids politique pour imposer un plan de rigueur qui sera forcément très douloureux, quel qu'il soit, à des Russes qui ont déjà beaucoup souffert pour les réformes économiques et qui, après la dévaluation du rouble, ont plutôt tendance à penser qu'ils ont souffert pour pas grand-chose, sinon pour rien. Alors il y a 2 noms qui viennent, c'est Yuri Lushkov, le maire de la ville de Moscou, dont la réussite est éclatante à Moscou, mais on n'est pas du tout sûr, c'est un candidat à la succession de Boris Yeltsin, on n'est pas sûr qu'il ait envie de gâcher ses chances à gérer cette crise économique. Et puis l'autre nom, bien sûr, mais là, on doute que le président qui l'avait limogé, une fois fasse appel à lui, c'est bien sûr le général Yebel. Merci Gilles. Et puis à signaler que le président américain Bill Clinton sera demain à Moscou et qu'il rencontrera M. Boris Yeltsin. La Banque centrale de Russie a fixé le cours officiel du rouble à 9,33 pour $1, soit une baisse de plus de 15% par rapport au dernier cours officiel. Dans plusieurs capitales internationales, les cotations financières sont toujours réceptives à l'état de faillite de la Russie. Ainsi à Francfort, la bourse a chuté de 3,20, à Paris de plus d'1,5 point, tandis qu'à Wall Street, aux États-Unis, la baisse était également sensible à mi-journée. Alors nous avons choisi de passer une journée en compagnie d'agents de change à Paris pour mieux comprendre les réactions boursières. Reportage Jean-Paul Chapelle, Bernard Ronflet.
Encore une journée de déprime à la bourse. Difficile d'y voir clair en l'absence de nouvelles informations. Pourquoi pas Danone? Pour l'instant, oui, il n'y a pas grand-chose qui nous arrive de Russie quand même. Voilà, exactement. Je vous en prie, bonne journée, au revoir monsieur. Nous sommes chez un courtier parisien. Au téléphone, un client très avisé, prêt à prendre des risques. J'ai bien médité le vieil adage boursier qui dit que on s'enrichit à la hausse et qu'on fait fortune à la baisse. À la baisse, absolument. L'idée, c'est de racheter maintenant les titres les plus chahutés. Par exemple, l'action Paribas qui a dégringolé comme d'autres banques soupçonnées d'avoir trop prêté en Russie ou ailleurs. Monsieur David. Oui. Dès que j'ai du nouveau sur la Russie, je vous appelle. Il n'y aura rien de nouveau en provenance de Russie. Sans surprise, le Parlement a rejeté l'investiture du Premier ministre. Mais entre-temps, le marché a oscillé nerveusement. À la hausse comme à la baisse, on peut gagner de l'argent. De vives hausses, de vives baisses dans la même séance permettent effectivement d'essayer de rentrer, d'acheter une valeur et de la revendre dans l'après-midi. Ou l'inverse, on peut commencer la journée par vendre cette valeur et la racheter plus bas donc dans l'après-midi. En ce moment, c'est monnaie courante. Les petits porteurs sont très friands de ce genre de mouvement. Mieux encore, le marché parisien autorise n'importe qui à jouer en bourse 5 fois plus que ce qu'il a en poche. C'est la possibilité d'acheter et de vendre avec de l'argent qu'on n'a pas, parce qu'on paye ou on est payé en fin de mois. Voilà. Il est 17h, la bourse de Paris a perdu 1,5%. C'est pas perdu pour tout le monde. Chez ce courtier, un client sur 3 a bien misé et a bien gagné sa journée. Et puis, dernier aspect pour ce soir de la crise russe, voici ses conséquences en France, du moins celles ressenties par les entreprises qui exportent en Russie. Nous avons choisi le leader européen de la volaille, installé à Châteaulin, dans le Finistère. La société Doux fait 5% de son chiffre d'affaires en Russie, mais elle a pris ses précautions. Reportage Olivier Sioux, Gabriel Camilla. Chaque année, 600 000 tonnes de volailles sortent des usines du groupe Doux. 3 à 5% de ces poulets partent vers la Russie, ou plutôt partaient, car depuis 8 jours, Doux, plus connu en France sous sa marque Père Dodu, n'a plus de nouvelles de ses clients russes. Les exportations sont quasiment nulles, nous n'avons pratiquement rien exporté la semaine dernière. Les importateurs ou les opérateurs sont prudents à attendre et de toute façon ne peuvent pas ou ont beaucoup de difficultés à transférer de l'argent actuellement. Du coup, le groupe a dû, dans la précipitation, réorienter vers d'autres pays ces poulets normalement destinés au marché russe. Un marché qui, comme pour beaucoup de sociétés françaises, n'est pas déterminant dans la vie du groupe et l'entreprise a pu faire face sans trop de problèmes. Pas d'inquiétude majeure non plus pour la trésorerie. S'agissant de la Russie, pays depuis longtemps réputé à risque, le Père Dodu, qui réalise quand même 300 millions de francs de chiffre d'affaires avec Moscou, avait pris ses précautions. Nous travaillons sur la base de prépaiement, c'est-à-dire que les clients versent ou virent l'argent avant l'opération d'exportation. Donc nous sommes assez peu affectés au niveau des paiements actuellement. Ceci étant dit, nous avons quand même quelques petits encours, mais bon, qui sont sous contrôle. Le prépaiement, c'est une précaution élémentaire avec ce genre de pays? Il s'agit de pays émergents où il faut être par essence très prudent. Au total, donc, le groupe leader européen de la volaille n'est pas trop affecté par la crise en ex-Union soviétique. De toute façon, estime-t-on ici, la Russie est un pays qui aura longtemps encore des besoins alimentaires considérables, de quoi donner du travail au Père Dodu, le tout étant bien sûr d'assurer ses arrières. Il y a un an, la princesse de Galles décédait à la suite d'un accident de voiture dans le tunnel du pont de l'Alma à Paris. À ses côtés, Dodi Al-Fayed et le chauffeur, M. Paul, trouvaient également la mort. Un an après, la commémoration en Grande-Bretagne était effective en plusieurs endroits de la capitale, mais la participation du public était loin d'être aussi importante qu'annoncée. Reportage à Londres, Étienne Lénart. Ce seront les images du jour. Quelques centaines d'inconditionnels de la princesse de Galles qui espéraient retrouver aujourd'hui sur les pelouses du palais de Kensington l'atmosphère de l'année dernière, et sans doute ont-ils été déçus. Un double mémorial dévoilé dans les sous-sols des magasins Harrods par M. Al-Fayed, propriétaire des lieux et père inconsolable de l'ami de la princesse Diana disparue avec elle. Il y eut aussi ce service religieux d'un quart d'heure pour la famille royale, à l'abri de tous les regards dans une petite église écossaise. Une affaire privée avait fait savoir le palais de Buckingham, sur lequel, comme pour toutes les résidences royales et les bâtiments publics aujourd'hui, le drapeau national avait été mis en berne. Ce fut à peu près tout, comme si un an plus tard, il était temps de penser à autre chose.
Étienne Lénart, avez-vous eu le sentiment aujourd'hui qu'il y avait une sorte de désaffection à l'égard de Diana? Je crois qu'en la matière, Claude, tout est affaire de proportion et sans doute faut-il comparer les quelques centaines de personnes qui sont venues aujourd'hui aux 2 millions d'autres qui, en ce moment même, à quelques centaines de mètres d'ici, font la fête pour le carnaval annuel de Notting Hill Gate. Ceci dit, la relative indifférence de ce premier anniversaire ne veut pas forcément dire que les Britanniques renient absolument tout ce qui s'est passé l'année dernière, même si beaucoup d'entre eux l'avaient trouvé un peu exagéré. Simplement, je pense qu'il y a ce sentiment général qu'un an après, il est temps de tourner la page. Alors vous êtes ici en direct à Kensington, la famille royale, on l'a vu à Balmoral. Avez-vous le sentiment que la famille royale s'est ressoudée, que ça va mieux pour elle, y compris dans les sondages? Et vous savez que l'une des leçons que la reine Elisabeth avait tirées l'année dernière de tous ces événements, c'est que l'opinion avait besoin finalement de symboles. Et s'il lui avait fallu 3 ou 4 jours pour accepter de mettre en berne l'étendard royal sur Buckingham Palace, cette année, en quelque sorte, elle a pris les devants, tout en souhaitant qu'il n'y ait pas de démonstration publique collective d'émotion et que cette affaire reste une affaire le plus privée possible. Il n'y a personne aujourd'hui pour le lui reprocher, semble-t-il, ce qui tend à prouver que, contrairement à l'année dernière, l'attitude de la famille royale et de la reine Elisabeth en particulier est plus conforme, plus en accord avec l'humeur de la nation. Merci Étienne. Et à Paris, place de l'Alma, juste au-dessus du tunnel où la princesse a trouvé la mort le 31 août 1997, des manifestations de sympathie ont été constantes depuis un an. Aujourd'hui, il y avait 300 personnes avec des fleurs, des messages, la lecture de poèmes, 300 personnes et puis presque autant de journalistes. Pendant un an, magistrats et policiers français ont utilisé tous les moyens pour réussir à élucider les causes de cet accident. Toutes les hypothèses ont été parfois annoncées jusqu'au complot. Nous vous proposons ce soir une enquête rassemblant tous les éléments de ce dossier Diana. Enquête Valérie Hermite. En pleine nuit, les autorités françaises et britanniques se rendent à l'hôpital. Des dizaines de journalistes les y ont rejoints. Aux côtés des médecins qui ont tenté de sauver Diana, c'est une conférence de presse improvisée. À son arrivée à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, elle présentait un choc hémorragique gravissime, d'origine thoracique, puis rapidement un arrêt cardiaque. Aucune efficacité circulatoire n'a pu être rétablie et le décès a été constaté à 4 heures du matin. Lorsqu'ils arrivent au Bourget à 15 heures, Diana et Dodi sont déjà attendus par des photographes. Diana ne doit passer qu'une seule journée à Paris. Dodi Al-Fayed veut récupérer la bague qu'il compte lui offrir. Dans la soirée, apparemment fatigué par la présence des photographes, Dodi élabore au Ritz un plan pour leur échapper. C'est Henri Paul qui conduira la voiture qui partira par l'arrière de l'hôtel. Une dizaine de photographes les attendent de part et d'autre du Ritz. 4 minutes après leur départ, c'est l'accident dans le tunnel de l'Alma. Premiers arrivés sur les lieux, les photographes seront aussi les premiers accusés. Immédiatement amenés en garde à vue, ils seront plus tard mis en examen pour non-assistance à personne en danger et pour homicide involontaire. Pour être poursuivi pour homicide involontaire, il faut par son comportement avoir été à l'origine d'abord, de façon indiscutable, et de façon directe, décisive, de la tragédie, de la mort de tel ou tel. Moi je dis dans le dossier, il y a tous les éléments pour démontrer que cette preuve ne peut pas être apportée et ne sera pas rapportée. Les photographes protestent car pour eux, la voiture conduite par Henri Paul roulait si vite qu'ils n'ont même pas réussi à la suivre. Impossible donc de l'avoir gênée. La Mercedes démarre en trombe. Et arrivé au premier virage, il était parti tellement vite qu'au premier virage, on ne les voyait plus. Mais l'attitude des photographes après l'accident est elle aussi très critiquée. Des policiers les décriront comme agressifs, virulents, n'essayant pas de porter assistance. L'enquête démontrera par la suite que l'un d'eux a tenté d'appeler les secours, tandis que le premier médecin arrivé sur les lieux dira n'avoir pas été spécialement gêné par les photographes. Ils n'ont pas gêné à accéder à la voiture, ils n'ont pas gêné plus que des badauds ou des photographes qui assistent à un accident grave et qui sont autour. Pas plus, pas moins que des badauds normaux. Mais très vite, un autre élément apparaît comme décisif. Henri Paul, le chauffeur de la Mercedes, était ivre. 1,75 g d'alcool dans le sang. De plus, Henri Paul, qui n'était pas habilité à conduire la voiture, prenait des antidépresseurs et des tranquillisants. Plus récemment, c'est la Mercedes qui a été montrée du doigt. L'un de ses chauffeurs habituels parle d'une éventuelle défaillance de frein, alors qu'une expertise est en cours pour déterminer si les airbags ont normalement fonctionné.
C'est une certitude issue du laboratoire de la gendarmerie. La Mercedes a bien heurté les feux arrière d'une Fiat Uno blanche avant de s'encastrer dans le 13e pilier. Plus de 3000 propriétaires en région parisienne ont été sollicités afin de présenter leur véhicule. C'est bon. Mais pour l'instant, sans résultat. Bonsoir, monsieur. Au Ritz, c'est le silence. Le personnel fait bloc et a reçu des instructions pour ne pas parler à la presse. Seul, un barman s'est risqué à témoigner devant le juge de l'alcoolisme de M. Paul, qui selon lui était connu de tous. Mais depuis peu, les deux gardes du corps, Trevorys Jones et Case Winfield, ont démissionné, quittant Mohamed Al-Fayed, et leur langue s'est déliée. Ce qui est certain, c'est qu'il n'était pas d'accord, ni lui, ni son associé, avec la protection qui avait été organisée apparemment par le Ritz et par le chef de la sécurité d'Harrods. Selon Wingfield, les deux gardes du corps auraient demandé en vain que 6 personnes protègent Diana et Dodi. Pour l'avocat de M. Al-Fayed, cela n'enlève rien à la responsabilité des photographes. Il faut établir une hiérarchie dans les responsabilités. Que toutes les précautions n'aient pas été prises dans l'élaboration du processus permettant d'échapper aux poursuivants, c'est possible, je n'en sais rien. Peut-être que l'enquête le démontrera ou que des procédures parallèles sur le plan civil le prouveront. Mais on ne peut pas mettre sur le même plan celui qui se protège mal et celui qui est l'auteur de l'agression. Dans un premier temps, il s'agira de déterminer quelles sont les responsabilités pénales des uns et des autres pour la tenue d'un éventuel procès. La monumentale enquête devrait être terminée cet automne. Et malgré toutes les rumeurs autour d'un complot, l'enquête s'oriente toujours vers un tragique accident de la route. En Algérie, explosion d'une bombe dans le quartier de Bab el Oued à Alger en milieu de matinée. Une bombe de forte puissance a provoqué des dégâts très importants, mais surtout 17 personnes tuées, une soixantaine de blessés et des scènes de pleurs et de désespoir. C'est le deuxième attentat important à Alger depuis le début de l'été. C'était devant l'hôpital Mustapha à Alger. En République démocratique du Congo, les communiqués des rebelles et des forces gouvernementales de Laurent Désiré Kabila se sont contredits aujourd'hui s'agissant des victoires ou des avancées militaires. Le chef politique des rebelles a réaffirmé sa disponibilité à négocier. Le gouverneur de Kinshasa a demandé à la population de rendre toutes les armes saisies sur les rebelles. Dans la capitale congolaise, aujourd'hui, il reste environ 170 Français. L'équipe de France 2, avec Jérôme Bonny et Patrick Deschmecker, nous adresse le portrait de l'un d'eux, M. Maurice Gaillard, qui est directeur d'une société de transport et qui se débat pour faire survivre son entreprise. Nous devons absolument collecter ces fonds qui traînent. Maurice, avec son avocat, dans la pénombre d'un appartement privé, comme tout Kinshasa, d'électricité. Il ne reste que lui dans cette résidence et une voisine, plus chanceuse, qui bénéficie, elle, d'un groupe électrogène. Au pied de son lit, en permanence, un sac avec le minimum vital et des baskets en cas de départ précipité dans ce contexte imprévisible. C'est des coups de main, c'est des opérations un petit peu commando, donc c'est très dangereux et c'est très difficile pour nous qui restons ici, pour notre sécurité, c'est vrai, mais également pour les affaires, puisque on peut dire qu'elles sont arrêtées. C'est pour son entreprise qu'il est resté, malgré l'hostilité à l'égard des Français. Vous voyez, nous allons rencontrer des militaires, je crois qu'il faut avoir le profil bas là. Maurice dirige la branche congolaise d'une entreprise de transport paralysée par la guerre. Au point mort depuis 2 semaines. Fax et téléphone coupés, faute de courant. Comme vous voyez, le matériel informatique a été enlevé de tous les bureaux en vue des pillages qui heureusement n'ont pas eu lieu. 10 employés sur 50 font acte de présence. Corneille n'a pas pu quitter sa maison pendant 5 jours. Chez nous, c'était le champ de bataille. Mercredi à dimanche, chez nous, il n'y avait que des tirs, même les bombes. La crise a resserré les liens avec ce patron assez fou pour rester. On reconnaît les vrais amis dans le moment des malheurs, quoi. Vu la présence de notre patron parmi nous, nous estimons que ça ira pour le mieux. Dehors,
La vie semble plus calme, mais les rebelles sont toujours là. À Kinshasa, les apparences sont souvent trompeuses. Les Coréens du Nord ont, semble-t-il, testé un missile. Ils ont lancé un engin balistique à 2 étages qui a survolé le nord du Japon avant de s'écraser dans le Pacifique. Tokyo a jugé ce tir très regrettable et le Pentagone américain, tout en qualifiant le test de réussi, estime qu'il s'agit d'un événement grave. Début de la campagne électorale officielle aujourd'hui en Allemagne. Le 27 septembre prochain, des élections générales à un tour doivent renouveler le Bundestag. Le taux de participation annoncé serait très élevé, 80% au moins, mais les choix des électeurs allemands sont loin d'être faits. Ce soir, c'est à la télévision allemande que l'on pouvait évaluer les discours respectifs. Reportage de notre correspondant permanent à Berlin, Olivier Lerner. Sécurité, progrès, responsabilité, confiance, 4 mots clés. Le clip du chancelier se passe de commentaires. Berlin en construction, mouvement accéléré d'une nouvelle capitale qui bouge. C'est la vision des sociodémocrates. Gerhard Schröder, le concurrent direct d'Helmut Kohl, est invisible pour l'instant dans cette première version. Nous sommes prêts, dit-on simplement, au SPD. Le clip de Kohl essaie de répéter la recette et le succès d'Adenauer dans les années 50. C'était la sécurité et la confiance, pas d'expérimentation. Et je crois que c'est bien pour le public qui est plutôt âgé. Les clips de Schröder essaient de s'adresser aux jeunes et aux chômeurs, de souligner le point principal du chômage. Tout est vert dans ce clip des Verts allemands qui s'affichent aussi comme des éléments hyperactifs dans la société d'aujourd'hui. Un montage serré rappelle les combats du passé, un clip plus politique qu'écologique. Les ex-communistes présentent un véritable film à suspense. Le fil conducteur, c'est cette fille au pullover rouge qui va heurter de plein fouet le pouvoir central. Les ex-communistes se concentrent apparemment sur un public restreint qui voit la société actuelle comme une société de classe où ils sont opprimés et ils protestent contre les gouvernants. Séquence choc, enfin, avec le parti d'extrême droite qui rejette à sa façon la classe politique dans son ensemble. Un électeur sur 2 est encore indécis pour ces élections générales du 27 septembre et tous les moyens sont bons pour convaincre. En Chine, il faudra au moins 2 ans pour renforcer les berges du fleuve jaune. Les autorités chinoises ont tiré apparemment les leçons des inondations du bassin du Yangtze. Mais dans la province du Chishu, près de la ville de Hubei, la crue du Yangtze se poursuit. Les militaires sont toujours en première ligne. Image officielle commentée par Philippe Visserias. Les pieds dans la boue, mais le cœur vaillant. Voici l'image que la télévision chinoise nous envoie de ces soldats mobilisés sur les rives du Yangtze. On nous les montre en train de colmater une brèche sur une digue dans la province de Hubei. Ici, après 5 jours et 5 nuits d'efforts acharnés, la crue est contenue. Mais ces scènes de liesse patriotique très officielles ne sauraient cacher l'ampleur du désastre. Depuis 2 mois, les pluies torrentielles ont transformé le fleuve Yangtze en une mer déchaînée. Pour faire face, tous les moyens sont bons, y compris des charges explosives. On détruit ainsi certaines digues pour détourner les torrents de boue qui se dirigent vers les villes. Dans les campagnes, les réfugiés se comptent par millions, menacés aujourd'hui par les épidémies. D'après les autorités, les inondations auraient déjà fait près de 3000 morts, chiffre officiel. La situation ne devrait guère s'arranger. Dans le sud-ouest de la Chine, après les pluies de ces derniers jours, l'eau a recommencé à monter pour la 8e fois de la saison. Mais c'est au Bangladesh que la catastrophe est la plus importante. Des centaines de morts dans des inondations depuis 2 mois. 2 tiers de la surface du territoire bangladeshi ont été touchés. Plus de 30 millions de personnes seraient sans abri. Le gouvernement de Dhaka, la capitale du Bangladesh, a lancé un appel à l'aide internationale. En Guadeloupe, depuis le 28 juillet, les dockers sont en grève. L'union patronale et les commerçants affirment que la Guadeloupe est en état de catastrophe économique. Les magasins d'alimentation seraient en rupture de stock de lait. Les revendications des dockers concernent les salaires et les conditions de travail.
À Paris, la Fédération nationale des médecins radiologues a annoncé qu'elle demandait à ses adhérents de suspendre toutes les campagnes de dépistage du cancer du sein actuellement en cours. Les radiologues veulent ainsi protester contre la baisse des tarifs de radiologie imposés par le gouvernement. Le dépistage individuel continuera d'être assuré, a tenu à préciser le président de la Fédération des radiologues. À partir de demain, dans une salle de sport du centre pénitentiaire de Fleury-Mérogis, dans le département de l'Essonne, un procès hors du commun se tiendra pendant 2 mois. 138 prévenus accusés d'avoir soutenu des groupes armés algériens comparaîtront. Les avocats, qui seront encore plus nombreux, dénoncent un procès spectacle. Un reportage à Fleury-Mérogis, Pascal Doucet-Bon, Luc Bachofen. C'est de loin la plus atypique des salles d'audience. Un gymnase à 300 mètres de la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis. Il s'agit en fait des locaux de l'école de l'administration pénitentiaire. Les terrains de basket ont fait place à un tribunal au prix de travaux coûteux. De la climatisation à l'aménagement intérieur, des cellules à l'installation de la salle d'audience elle-même. Le réseau Chalabi, du nom de 2 des prévenus, ne comprend aucun grand nom du terrorisme. Il s'agit, selon l'accusation, de structures d'appui au GIA. On parlera à l'audience de trafic d'armes et de faux papiers. L'enquête, démarrée en 1994, avait permis de montrer les liens entre terrorisme et grand banditisme. 4 ans plus tard, 138 personnes comparaissent. C'est beaucoup trop, dit la centaine d'avocats de la défense. Quant au lieu, à côté d'une prison, il provoque un tollé. Certains défenseurs boycotteront l'audience. Il n'est pas question qu'un avocat puisse porter sa robe ailleurs que dans un prétoire. Vous n'irez pas demain? Non, je n'irai pas. Nous sommes dans le gymnase de l'école des surveillants. Donc ça n'est absolument pas un procès qui a lieu dans un contexte pénitentiaire, ça n'est absolument pas exact. Mais l'audience suscite un autre débat, celui du coût. 8 200 000 francs d'équipement provisoire, c'est cher. Plusieurs magistrats réclament une grande salle permanente et modulable à Paris pour de futurs grands procès. Ils n'ont pas été entendus pour l'instant. Un gigantesque ballon sonde canadien dérive depuis une semaine vers la Russie et le Grand Nord. Le ballon, d'une hauteur de 100 mètres et d'une circonférence d'environ 70 mètres, échappe à tout contrôle et perturbe le trafic aérien. Un tel ballon est un outil de la recherche scientifique de l'atmosphère terrestre, un outil indispensable pour la connaissance de la composition de notre atmosphère. Explication Patrice Pellet. Il semble minuscule, mais il a la taille d'un immeuble de 25 étages. Son enveloppe contient 400 000 mètres cubes d'hélium. C'est un énorme ballon-sonde destiné à la surveillance de l'atmosphère. Sa mission, effectuer une série de mesures sur la couche d'ozone. Lancé la semaine dernière depuis Saskatoon au Canada, il devait gagner le pôle Nord pour y déposer ses instruments scientifiques. Mais en vol, sa trajectoire a totalement dévié. Passage au-dessus de l'Islande, puis brusque descente vers l'Angleterre, suivie d'une belle remontée vers la Norvège, où depuis, il vogue entre 2 nuages. Situation délicate, car depuis 48 heures, il perturbe le trafic aérien. Une collision pourrait avoir de terribles conséquences. Redoutant le pire, les Canadiens ont tenté jeudi dernier d'abattre l'intrus. 2 chasseurs F-18 tirent alors plusieurs milliers de munitions, mais sans aucun résultat. Car ce ballon bien spécial possède une enveloppe ouverte à la base. Et vous avez vu, là j'ai fait exprès de mettre des aérateurs ici. En fait, ils sont ouverts, ces ballons. C'est des ballons stratosphériques ouverts. C'est-à-dire ça monte, et arrivé à un moment donné, vous avez de la fuite de gaz nominale, qui c'est nominalement la fuite de gaz. Si on fait des trous à peu près à ce niveau-là, le ballon il va continuer à voler, sauf si on arrive à sectionner la partie inférieure. Le tir des professionnels n'a pas été suffisant. À 10 000 mètres d'altitude, le ballon est ce soir toujours en position stationnaire au-dessus de la Norvège. Les vents de cette nuit décideront de son sort. Et il y a quelques minutes, le ballon entrait dans l'espace aérien russe. Le 9 août dernier, près de Bordeaux, les douaniers saisissaient divers produits dans un camion de l'équipe cycliste Cofidis. On évoquait alors des soupçons de dopage. Mais l'enquête préliminaire du parquet de Bordeaux a donné raison aux dirigeants de Cofidis. Ce n'étaient pas des substances dopantes. Hier, sur le circuit de Spa-Francorchamps en Belgique, quelques secondes après le départ de la course de Formule 1, ce fut un gigantesque carambolage. Au lendemain de cette collision, nous vous proposons 2 éléments d'information supplémentaires concernant la sécurité des pilotes et le coût de la destruction d'une voiture. Explication Laurent-Frédéric Bollet sur ce qui est, il faut en convenir, intrinsèque à la course automobile.
21 mai 1950, Grand Prix de Monaco. Sous les yeux du prince régnier, c'est le deuxième Grand Prix de l'histoire du championnat du monde. C'est aussi le premier carambolage. 9 voitures éliminées au premier virage, Fangio l'emporte après être passé au travers. 30 août 1998, Spa-Francorchamps, Belgique. 627e Grand Prix de l'histoire, en perpétuel recommencement. Cette fois, ce sont 13 voitures qui sont impliquées et détruites. Sachant d'ailleurs qu'une coque vaut 400 000 francs, un train de pneus 14 000 francs et une suspension avant 350 000 francs, ce sont environ 15 millions de francs qui sont partis hier en fumée. Ça n'est jamais que l'équivalent de ce que gagne officiellement Michael Schumacher tous les 19 jours. Des pilotes qui de toute façon sont habitués au risque et qui souvent n'ont qu'une idée en tête, enfourcher au plus vite une nouvelle monture. Hier, personne n'a été blessé, mais il y a 20 ans, à Monza, un carambolage du même type avait coûté la vie au Suédois Ronnie Peterson. Depuis quelques années, la sécurité des F1 a été repensée. Un crash test est obligatoire. L'habitacle est désormais une vraie cellule de survie, avec structure latérale absorbante et déformable. Même le volant subit un essai de choc pour contrôler sa déformation éventuelle. Des mesures entrées en vigueur depuis 4 ans et la mort d'Ayrton Senna, même si à l'époque c'est surtout l'angle de percussion qui avait tué le Brésilien, preuve que tous les paramètres de sécurité ne sont pas contrôlables en F1. Voilà, nous allons parler de nous, de France Télévisions, France 2 et France 3. Ce matin, le président Xavier Gouillou-Beauchamp présentait les programmes que nous vous proposerons dès la fin de cette semaine pour la saison 98-99. Des nouveautés et des continuités, le tout sous le signe de l'harmonisation des programmes et en faisant, comme l'a dit M. Gouillou-Beauchamp, comme si nous avions l'éternité. Reportage Patricia Charnelet et Philippe Luzzi. Renforcer l'identité de France 2 et sa vocation de service public. Tel est l'objectif fixé par les dirigeants de la chaîne à leurs troupes. Avec cette consigne, le but, ce n'est pas l'audience à tout prix, c'est l'exigence. Exemple, la fiction. Un premier pari avec le retour du feuilleton français quotidien à 18h45, Cap des Pins, la vie, la passion, les conflits de génération. J'en ai marre de faire de la peine à la seule personne qui m'aime pour satisfaire un type qui ne sait même pas ce que ça veut dire. Mais enfin Brice, c'est ton père quand même. Renouvellement encore avec les nouvelles séries policières du vendredi, comme Au cœur de la loi, où Elisabeth Bourgine joue le rôle d'un super flic. Mais c'est une femme qui ne peut pas se permettre de rester une soirée avec son fils si tout d'un coup elle a un coup de fil et qu'elle doit partir. Les femmes toujours à l'honneur, elles seront les héroïnes du lundi soir. Exemple, l'avocate, Mireille d'Arc. À votre bon sens, à votre discernement. France 2 doit aussi être la chaîne de référence en matière d'information. Avec Claude Sérillon et Béatrice Schoenberg à 20h, un nouveau duo animera le 13h, Rachid Arabe et Carole Gessler. C'est vrai qu'à travers un dialogue entre nous deux, on pourra vraiment établir une complicité avec le téléspectateur, peut-être beaucoup plus grande que quand on est tout seul devant une caméra à donner de l'information. Divertissement avec le retour d'Urgence, les soirées prestigieuses du samedi et la présence incontournable de Michel Drucker le dimanche après-midi. Donc on essaiera de satisfaire la grand-mère, ses enfants, ses petits-enfants, les jeunes qui ont fait la fête la veille et qui ouvrent un œil vers 12h30. Jeunesse, justement, et ce nouveau magazine pour les 15-25 ans, Reims ta baignoire, le samedi matin. Au total, France 2 souhaite être une chaîne généraliste et populaire, une mission ambitieuse à l'heure de la démultiplication des offres de programmes. Arrête-toi, on est pas au manège. C'est à Nantes, au musée des Beaux-Arts et jusqu'au 27 septembre que l'on rend hommage au peintre Gaston Chessac. Il peignait sur des bidons, des troncs d'arbres, sur les murs des toilettes des écoles. On le surnommait le Picasso en sabot. Cet homme qui a vécu la majeure partie de sa vie en Vendée dessinait sans lever la main. Reportage Georges Bégou, Jean-Louis Boussert. Du majestueux décor 1900 du musée de Nantes, Gaston Chessac n'osait même pas rêver de son vivant. Lui qui exerçait son art sur des matériaux de récupération pour élever des totems à la gloire de la déesse peinture, une déesse vénérée par un homme que rien ne prédisposait à la carrière d'artiste. Cordonnier comme son père, c'est un voisin de palier, grand peintre abstrait, qui lui conseille de prendre les pinceaux. Il ne les quitte plus jusqu'à sa mort en 1964. En dehors de toute école, il s'exprime admiratif des dessins d'enfants et des peintures préhistoriques. C'est un grand imaginatif, un grand humain aussi, un grand humaniste. Il aime tout ce qu'il voit
Il est bien malheureux pour des tas de raisons, il n'a pas une trop bonne santé, c'est un poète. Il joue avec les choses, avec les mots, avec les couleurs, avec les formes. Et comme il n'a pas eu un enseignement académique qui l'a bridé, il fait spontanément ce que beaucoup d'autres artistes font des efforts pour arriver à faire. Chessac dessine sans jamais lever la main, se moque des tremblements du trait, il compose son œuvre sans repentir. Lors de ses premières expositions, on le classa un peu facilement parmi les marginaux et les malades mentaux, regroupés dans la mouvance que Dubuffet appelle l'art brut. Chessac dut se défendre et réclamer son statut d'artiste peintre au même titre que Picasso et Léonard de Vinci, disait-il. Il aime Van Gogh, il lui rend hommage, il trouve du génie à Matisse et il recompose des Picasso. Il est loin d'être inculte. Marié à une institutrice, il vit toute sa vie dans une école. C'est quelque chose, ça. L'endroit où il faisait chaud après 5 heures et où c'était finalement l'endroit où on venait se réfugier en hiver parce qu'il y avait le poêle qui chauffait encore un petit moment. Robert Doisneau le surprit un jour, après les cours, s'adonnant au graffiti sur les murs des latrines. Pour Chessac, aucun support n'est indigne. D'une sincérité et d'une imagination à toute épreuve, il a inventé ce qu'il appelle l'art rustique moderne. On lui connaît bien des héritiers, avoués ou non, chez nos peintres contemporains. Exposition de Gaston Chessac jusqu'à la fin du mois de septembre au Musée des Beaux-Arts à Nantes. C'est la fin de ce journal. Je vous en rappelle le titre principal, l'investiture de M. Victor Tchernomyrdine, refusé par les parlementaires de la Douma. Et Boris Eltsine a l'intention de représenter cette candidature. On parle également d'un autre candidat, de nouveau candidat. Et puis je viens d'apprendre qu'au tournoi de tennis à New York de Flushing Meadows, Pete Sampras s'est qualifié et puis que le Français Sébastien Grosjean jouera ce soir contre Agassi. La météo dans quelques instants avec Nathalie Riouet, puis Jeux sans frontières avec Jean-Luc Reichmann. À minuit 25, Florence Duprat vous présentera le dernier journal. Demain à 7h50, Emmanuel Vanier recevra pour les 4 vérités Jacques Sapir, qui est directeur à l'école des hautes études en sciences sociales. À demain 20h, bonsoir, merci.